Moi, quand ils sont arrivés chez moi, dans mon jardin, j'ai un drapeau palestinien qui est planté. Ils l'ont arraché. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils ont arraché le drapeau. Je leur ai dit, mais vous n'avez pas le droit. Mais le policier ne savait pas, il pensait qu'il était en train de faire un truc légal, tout ça et tout. Il me dit, vous n'avez pas le droit. C'est une propriété privée, ok, faites vos perquisitions, faites tout ça, mais vous n'avez pas le droit de casser, d'arracher des choses. Après, quand il a vu, il s'est senti gêné. Mais c'est impressionnant, c'est-à-dire que même les forces de police savent même pas ce qu'ils doivent faire et ne pas faire. Plus que jamais, la chasse aux sorcières politiques se poursuit en France à propos de la question palestinienne. Convoqué par la police en juin dernier, puis placé en garde à vue pour apologie du terrorisme en raison de publications pro-palestiniennes diffusées en ligne, Yamin Makri est appelé à comparaître devant le tribunal judiciaire le 10 décembre prochain, en cause de vieilles publications liées à la Palestine sur les réseaux sociaux. Cette procédure judiciaire s'est par ailleurs accompagnée du gel de ses avoirs et des avoirs de la maison d'édition Tawhid. Faut-il voir dans ces procédés administratifs et judiciaires de l'acharnement politique? Jusqu'où ira la répression de la mobilisation pro-palestinienne en France? Pour en discuter avec nous, nous recevons Yamin Makri. Bienvenue à vous sur Mizan TV. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci bien, merci à tous. Yamin Makri, vous êtes le cofondateur de l'Union des jeunes musulmans à Lyon, le cofondateur également des éditions Tawhid. Vous êtes très engagé depuis de nombreuses années sur la question palestinienne et vous êtes aussi un intellectuel qui a écrit sur différents sujets comme le progressisme des Lumières ou la critique du capitalisme. Nos auditeurs pourront retrouver les références de ces textes sur Mizan Info. Yamin Makri, dans quel état d'esprit abordez-vous votre prochaine comparution le 10 décembre au tribunal? Très confiant, très confiant. Il y a vraiment, c'est pas la première fois qu'on subit ce type de répression, même si actuellement elle paraît un peu plus violente que d'habitude. Mais je reste très confiant, etc. Et puis si ça se passe, c'est qu'on n'est pas banal. Voilà, c'est qu'on gêne. Et l'important, c'est de faire porter la parole de vérité, la parole de justice. Et c'est normal qu'elle gêne quelques-uns. Donc la réaction n'est pas surprenante, elle est difficile, mais elle n'est pas surprenante. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quels sont les faits concrets qui vous sont reprochés? Alors, il y a le 10 décembre, je serai jugé pour deux affaires, en fait, qui sont toutes les deux liées à la question palestinienne et au militantisme pro-palestinien. La première, c'est tout simplement, j'ai reçu une convocation, donc une convocation de la brigade antiterroriste. Donc j'ai reçu un courrier, donc ils sont pas venus chez moi tôt le matin à 6 heures du matin comme ils font d'habitude, ils m'ont simplement convoqué. Donc ils m'ont convoqué, puis ils m'ont mis en garde à vue, puis après en comparution immédiate. Puis ils m'ont mis cette accusation d'apologie de terrorisme, donc je suis accusé d'apologie de terrorisme à cause de posts Facebook qui ont été publiés en 2022, donc bien avant le 7 octobre. Donc c'est ce qu'ils me reprochent actuellement. Et en même temps, ils veulent me juger aussi par rapport à une campagne d'affichage qu'on a fait il y a un an et demi, le Ramadan 2024. On avait fait une campagne d'affichage pour dénoncer le génocide, qui est toujours en cours. Et durant cette campagne d'affichage, la police municipale nous a interpellés, nous a arrêtés, on a fait une garde à vue et donc je suis accusé. Alors l'accusation, elle est un peu difficile à comprendre. Je suis pas accusé de dégradation de biens publics. Généralement, quand on fait un affichage sauvage, c'est ce qu'on reproche. Non, je suis accusé d'avoir publié des photos d'enfants qui subissaient le génocide et d'avoir mis sur la place publique. Voilà, donc c'est une accusation qui est très bizarre parce que c'est en gros on nous accuse de rendre public un crime. Voilà, donc c'est sur ces deux accusations que je serai interrogé le mercredi 10 décembre à 14 heures au tribunal judiciaire de Lyon. Qu'est-ce que vous risquez à l'issue de cette procédure? Sur l'affichage, c'est une amende. Il y avait eu une conciliation, ils nous ont proposé une amende de 1 000 € par personne, parce qu'on est quatre, on n'est pas, c'est pas, il n'y a pas que moi, il y a quatre personnes. Nous avons refusé de payer en disant que c'était une aberration de payer pour de recevoir une amende pour dénoncer un génocide. Et donc l'amende, ou bien ça sera une relaxe, ou bien elle sera peut-être augmentée ou multipliée par deux, je ne sais pas. Et pour l'apologie de terrorisme, ben au maximum c'est du ferme. C'est possible, même si ça serait très surprenant.
Autrement, c'est des peines de sursis qui est possible. Et nous, Combien d'années enferme? Ou combien de mois, je ne sais pas. la loi prévoit je crois, jusqu'à 7 ans. La loi prévoit ça. C'est-à-dire que l'apologie terrorisme, il faut savoir que l'apologie terrorisme, elle a été instituée, cette loi, au début pour dénoncer tout ce qui est les solidarités actives avec les mouvements de Daesh, État islamique, etc. et tout, GIA, etc. Donc c'était vraiment ça. Ça a été extrapolé au mouvement pro-palestinien, ce qui est une aberration, parce que le mouvement pro-palestinien ne fait pas l'apologie d'actes gratuits qu'on a pu voir et de violences nihilistes qu'on a pu voir dans le passé. C'est pas du tout ça. Là, c'est une population qui résiste à une colonisation. Donc c'est pour ça que la peine est très lourde. Parce qu'au début, c'était pas orienté vers des militants. Parce qu'actuellement, c'est des syndicalistes, c'est des journalistes, c'est des militants, c'est des anonymes qui sont accusés pour un post Facebook. Donc, ou un post dans les réseaux sociaux. Donc voilà, donc la peine peut être très lourde. Que disait le Poste? Le Poste parlait de quoi, en fait? Post parlait, Vous vous rappelez? en fait, il y avait un communiqué d'un des mouvements de la résistance palestinienne, le Hamas, un communiqué où il y avait ou bien souvent c'est des traductions des médias palestiniens qui traduisent un peu ce qui se passe en Palestine, des opérations de résistance, etc., etc. Donc c'est des posts anodins que vous pourriez voir dans n'importe quel média arabe d'État, hein, et qui trace un événement et un acte de résistance ou un acte quelconque qui s'oppose à la colonisation. Donc c'est souvent ça. Et donc ce qu'ils me reprochent en fin de compte, c'est le soutien à la résistance, quoi, parce que pour eux, ce type d'information, s'il n'y a pas de commentaire, c'est qu'on se l'approprie. D'accord. Est-ce que cette procédure va impacter votre engagement politique sur la question palestinienne? Oui, ça va l'impacter nécessairement, ça va m'encourager à faire plus et à faire davantage. Donc certainement, ça aura une influence. Bah, déjà, on le fait, hein, donc ça nous encourage à aller plus loin et et à être et à le faire et à le faire avec beaucoup plus de pertinence. Il faut savoir que ces postes-là ont été publiés en 2021, 2022. On n'est pas du tout dans la situation actuelle, hein. On n'était pas, il n'y avait pas le 7 octobre, il n'y avait pas le génocide. Donc moi j'ai toujours été impliqué sur la question palestinienne. C'était pas le centre de l'actualité la Palestine. Et justement, c'était ça qui nous insupportait, c'est qu'il y avait autant de morts en Cisjordanie. Il y avait 2, 3 morts par jour, et que c'était dans l'indifférence totale. Alors, vos avoirs financiers, hein, je le disais, ont donc été gelés et celles également des éditions Tawhid. On y reviendra un peu plus tard. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement à nos auditeurs qu'est-ce que cela signifie dans le détail d'avoir ces revenus sous le coup d'un gel financier? Alors, il faut savoir que le gel, c'est pas une décision de justice, hein, c'est pas une décision sur laquelle qu'on peut dénoncer, aller dans les tribunaux et puis la faire lever. C'est une décision qui est purement administrative. Donc, c'est de l'arbitraire total. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas besoin de se justifier. Ils n'ont même pas besoin de donner les raisons pour lesquelles. Ça. Donc, il y a un décret, il y a un arrêté ministériel qui paraît, d'ailleurs, qui est dans les réseaux sociaux, qui est sur ce qui est public. C'est un arrêté ministériel qui dit que voilà, que telle structure, telle personne est soumis au gel. Le gel, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que vous n'avez plus accès à votre argent. Ça veut dire que vous pouvez plus dépenser, même payer votre facture d'eau, d'électricité, vous pouvez pas, vous pouvez plus retirer de l'argent, vous pouvez plus rien faire. En fin de compte, vous êtes dépossédé de tout. Ça veut dire que l'argent peut rentrer. Donc, si vous avez un salaire, l'argent rentre. Hein, si vous avez quoi que ce soit qui rentre, l'argent peut rentrer dans votre compte. Le compte fonctionne, mais vous pouvez plus avoir accès au compte. Donc, faire aucune dépense, plus de carte bleue, plus de chèque, plus de virement, plus rien du tout. Donc, ça veut dire, Comment vous faites pour vivre, payer vos factures, faire vos courses? Comment vous faites? en fait, pour payer tes factures, il faut faire une demande qui est récurrente, qui doit se répéter chaque mois, une demande à la direction du Trésor pour m'autoriser à ce qu'elle laisse faire un prélèvement, ou bien qu'elle puisse faire un virement pour payer ma facture d'eau, ma facture d'électricité, que je puisse faire un retrait pour que je puisse faire mes courses. Il faut demander une autorisation, et l'autorisation elle est toujours partielle, et elle est soumise au bon vouloir du fonctionnaire. Il peut refuser comme il peut accepter.
Généralement, quand ils refusent, ils ne répondent pas. Au bout de 15 jours, ça correspond à un refus. D'accord. Donc il faut anticiper les demandes et vous pouvez demander le montant que vous voulez, enfin conformément à ce que vous possédez sur votre compte. Il n'y a pas de limitation de seuil dans vos Il demandes. y a une limitation, ils acceptent que ce qui est répétitif, c'est-à-dire les factures d'électricité et d'eau, ils refusent toute dépense exceptionnelle. Si vous voulez acheter un billet d'avion pour partir en vacances, ben, ça sera refusé. Toute dépense, c'est uniquement les frais courants, etc., pour pouvoir se chauffer, s'habiller, avoir un toit, et c'est tout, quoi. Quand vous vivotez, quoi. Toute dépense exceptionnelle est refusée. Si vous voulez faire un virement à votre fils pour pouvoir l'aider, etc., tout c'est refusé. Si vous voulez faire, tout est refusé. Donc, ils n'acceptent que les frais judiciaires, si jamais il y a un parcours judiciaire qui est engagé, et les frais pour pouvoir survivre. En fin de compte, on vous autorise à survivre, on ne vous autorise pas à vivre. D'accord. Comment dire, ce gel des avoirs peut être reconduit sur une période de 6 mois, c'est bien ça? Oui, Enfin, il est sur une période de 6 mois, il peut être renouvelé, c'est ça? ouais, et peut être renouvelé autant de fois que nécessaire. Alors, eux, D'accord. ils considèrent que donc vous êtes accusé de quoi que ce soit, etc. Tout, parce que ils considèrent qu'il y a une enquête en cours et que tant que l'enquête est en cours, donc vos avoirs sont immobilisés. Et on ne sait rien de l'enquête, on ne sait rien de ce qui est reproché concrètement, on ne sait rien, simplement on sait que nos avoirs sont gelés et on doit attendre. Et donc, il n'existe aucun recours judiciaire pour vous. Vous pouvez pas contester la mesure elle-même si elle durait indéfiniment, par En exemple. fait, c'est comme une décision administrative. On peut simplement faire un recours administratif, en référé, etc. C'est des recours administratifs et c'est pas des recours. Donc ça, c'est selon le bon vouloir de, de l'État. En fait, il n'y a rien, il y a pas de partie neutre qui va trancher, qui va prendre les éléments des deux parties et puis dire oui ou non, etc. En fait, c'est que des recours administratifs. Et par exemple, donc vous avez cette convocation le 10 décembre au tribunal. Si vous obtenez gain de cause en dernière instance, est-ce que euh, le gel des avoirs peut être maintenu malgré tout? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut considérer que il y a pas de lien entre les deux procédures? Il y a, officiellement, il n'y a pas de lien, même si moi j'ai appris mon gel durant ma garde à vue quand ils m'ont convoqué et qu'après qu'ils m'ont accusé d'apologie. J'ai appris ça durant ma garde à vue. Donc ça s'est fait de manière concomitante. Même si ça s'est fait de manière concomitante, officiellement, ça, dans la procédure, il n'y a aucun lien entre les deux. Parce que le premier, l'apologie, c'est une accusation par rapport à mon engagement sur la question palestinienne. Le deuxième, le gel, et c'est suite au rapport de l'ancien ministère de l'Intérieur sur le frérisme et sur toutes les organisations musulmanes en France qui ont été accusées de tout et n'importe quoi. Et, donc on sait il y a plusieurs personnes et plusieurs instituts, etc., tout d'éducation, des instituts de formation, etc., qui ont été gelés, etc. On sait que plein d'organisations en France. Et quand c'est arrivé, il y a eu une douzaine de personnes et d'organisations, dont moi, dont parmi les personnes j'étais concerné, qui ont été immobilisées en même temps. Donc c'est pas pour officiellement, ce n'est pas pour la cause palestinienne que vos avoirs ont été gelés, mais pour le frérisme Ouais, voilà, et toute cette dynamique, ouais, enfin les rapports qui étaient sortis. voilà. En fait, je suis entre deux feux, entre mon accusation d'être actif dans la communauté musulmane, à travers les différentes structures auxquelles j'ai participé, et à travers la maison d'édition qu'on a fondée avec d'autres. Et je suis accusé de ma dénonciation du génocide israélien en cours, toujours en cours. Voilà. Donc ils m'attaquent sur deux choses différentes en même temps, qui ont forcément un lien, bien sûr. Et donc, je rappelais tout à l'heure que la maison d'édition Tawhid a vu, elle aussi, le gel de ses avoirs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, je vais vous expliquer. En fait, donc au mois de juin, j'apprends un arrêté. Mon avocat m'informe qu'il y a eu un arrêté ministériel où j'ai un gel des avoirs et de tout ce que je gère, parce que quand on a un gel des avoirs, tout ce qui est géré par vous, société, etc., et tout, structure, tout ça, tout est gelé. Tout ce que vous gérez ou tout ce qui vous appartient est gelé. Donc, comme j'étais gérant de la maison d'édition Tawhid, donc cofondateur et gérant, donc ils ont gelé Tawhid aussi en même temps. Donc, ce qui s'est passé, j'ai démissionné de la gérance, j'ai quitté Tawhid pour que Tawhid ne subisse pas
ne subissent pas tout cela, parce qu'une société qui est gelée, c'est une catastrophe. C'est plus grave qu'une personne. Et donc j'ai quitté. Donc c'est ça, c'était mi-juin. Qu'est-ce qui s'est passé fin juillet? Ils ont produit un nouvel arrêté ministériel où cette fois-ci, Tawhid était cité séparément de moi. Donc un nouvel arrêté qui confirmait mon gel, un deuxième gel sur moi, donc c'est possible, plus Tawhid dans le même arrêté, hein, plus Tawhid, mais pas en tant que, pas une conséquence du fait que je gère de manière indépendante. Donc ça veut dire que même si je ne suis pas gérant, Tawhid est gelé parce que Tawhid est gelé par elle-même, pas du fait de sa gérance. Et donc, Et donc cette mesure met en grand danger la maison d'édition parce que n'ayant pas accès à ses capitaux, elle ne peut évidemment pas développer ses activités commerciales. Donc là, finalement, ce qui est en jeu, c'est la disparition possible et prochaine peut-être des éditions Tawhid. C'est ça que vous dites. Une prochaine est fort probable des entreprises, surtout s'ils renouvellent l'arrêté. Et je pense que c'est le but. Le but, il est effectivement là, parce que le but, c'est de détruire toutes les institutions musulmanes qui ont été créées ces 30 dernières années. Et oui, c'est fort probable parce qu'une société, c'est le principe, hein, elle ne peut pas que vivoter, quoi. Elle peut pas payer que ses charges, etc. Donc, tous nos fournisseurs, ils refusent. En fin de compte, c'est comme une personne privée, hein, une personne morale. Ils acceptent tous les frais fixes, hein, les charges, les salaires, etc. Mais dès qu'il s'agit de payer nos fournisseurs, dès qu'il s'agit de payer un imprimeur, eh ben, ils refusent. Alors, si l'imprimeur, en plus de ça, est à l'étranger, en Chine ou dans d'autres pays, c'est encore pire. Donc si on ne paye pas nos imprimeurs, c'est la mort. On ne peut plus travailler. Oui, vous rappeliez que cette mesure s'est appliquée à d'autres acteurs, d'autres entreprises. On avait vu récemment les éditions Ribat qui avaient aussi annoncé leur fermeture puisque étant sous le coup de ce type de mesures, la revue Sarrazin a rencontré des difficultés. Voilà, donc il est clairement, on constate objectivement que les supports éditoriaux, les maisons d'édition, les revues de la communauté musulmane française sont dans le viseur des autorités administratives dans ce cas de figure. Donc voilà, c'est pas un bon signal envoyé, on va dire. Bah oui, parce qu'il vise en fin de compte toute l'intelligence de la communauté musulmane. Les instituts de formation, les instituts d'éducation, là on produit de la pensée, là on produit de la connaissance. Donc c'est clair, quoi, l'objectif est clair, quoi. On est revenu dans les années 40 et les années 30 de l'Algérie coloniale, quoi. On met les élites en prison, on les met sous couvert, on les accuse de maintes accusations, de différentes accusations, et puis certains s'expatrient, quittent le pays, et puis toutes les structures, toutes les institutions, on essaie de les dissoudre. C'est ça, donc c'est un vrai travail de Sartre qu'actuellement, c'est un très mauvais signal que donne la France. Et d'un autre côté, Et ça, c'est nouveau. c'est- Ça, c'est nouveau enfin, c'est une question d'ailleurs. Est-ce que c'est nouveau? Mais il me semble que c'est nouveau dans le ciblage des maisons d'édition ou des instituts, c'est-à-dire ce que vous rappeliez, les lieux, les espaces où se produisent l'intelligentsia musulmane française. Voilà, est-ce que ça a toujours existé ou est-ce on peut quand même considérer que c'est quelque chose qui est assez récent, non? non, c'est inédit. C'est-à-dire que si on parle de la période des années depuis qu'une présence importante et organisée de l'islam de France s'est faite, c'est inédit. C'est inédit, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. D'un autre côté, il y avait pas autant de structures. Il y a 30 ans en arrière, les structures n'existaient pas. Donc, on peut dire c'est logique que ce soit inédit. Mais ça fait quand même plus de 20 ans que certaines existent. Nous, au Tawhid, ça fait plus de 30 ans qu'on existe. Donc, on n'a jamais eu ce type de. Mais même à titre privé, moi, j'ai jamais eu d'affaires judiciaires. J'ai jamais été accusé, etc. Tout. Pourtant, je suis connu, hein, je pense que les services le savent. Je suis quelqu'un qui est considéré comme ayant des positions très tranchées, mais non violentes, mais tranchées quand même sur les questions politiques, sur les questions de l'islam de France, sur les questions de politique internationale. Mais j'ai jamais été dans un tribunal. Ça m'est jamais arrivé. Et la maison d'édition de Tawhid, bah, le pire qui puisse lui arriver, c'est qu'elle a eu des contrôles fiscaux, mais comme toute entreprise. C'est vrai qu'il y a eu des fermetures de comptes.
ben, c'est vrai que les fermetures de comptes sont jamais justifiées, donc on ne sait jamais à quoi c'est dû. Donc une banque peut fermer ouais, le compte d'une société, mais c'est vrai que dans la communauté musulmane, que ce soit les mosquées, que ce soit les associations, que ce soit les éditions, beaucoup ont subi ça, et ça se limitait au maximum à une fermeture de compte, pas à un gel de compte. Un gel de compte, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe économique, un gel de compte. Une fermeture de compte, c'est simple, hein, le compte est fermé, vous allez dans une autre banque et vous ouvrez un nouveau compte. Donc c'est une tracasserie administrative. C'est du harcèlement aussi, mais ça n'a rien à voir avec un gel. Quand on fait un gel, en fin de compte, on vise la dissolution. On vise la disparition de la structure. Est-ce que la Banque de France peut émettre un avis interne aux banques pour que vous ne puissiez pas ouvrir dans le cas de figure où vous disiez c'est moins grave quand un compte est fermé, vous pouvez l'ouvrir ailleurs. Est-ce que vous pouvez être blacklisté et ne pas réussir à ouvrir des comptes parce que la Banque de France aurait envoyé une note interne aux banques? Est-ce que ça existe ce genre de pratique? Oui, 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 bien sûr. Oui, c'est impossible. Vous pouvez pas, même si on le veut, c'est impossible de. Oui, bien sûr, mais c'est pas que les banques, hein. Ça s'élargit même. Par exemple, nous, on utilise beaucoup les messageries, les services de transport. Même les services de transport, eh ben, on est blacklisté. C'est en fin de compte, parce que c'est pas une immobilisation. Faut bien comprendre, c'est pas une immobilisation financière qu'on subit. C'est une immobilisation économique. Ça veut dire que même les biens matériels ne peuvent pas être déplacés, par exemple nos livres, etc. Donc c'est plus que ça. C'est que maintenant nos transporteurs refusent de travailler avec nous. Et sans transporteur, vous pouvez pas livrer les clients. Donc c'est bien la mort qu'on vise, quoi. C'est bien la mort économique qu'on vise. Quel regard, Yamin Makri, portez-vous sur la répression de la cause palestinienne en France? Est-ce que vous diriez qu'elle a évolué ces dernières années? Voilà, qu'est-ce que vous constatez à propos de cette possible évolution? On parle d'indurcissement souvent, hein. Oui, sur la question, autant sur la question de l'islam de France, on était habitué à de la répression, au travail de SAP qu'on connaissait, tout ça et tout, auquel on s'est habitué, tout ça et tout, parce que les services de renseignement aussi font des pressions, font de l'intimidation, etc. et tout. On connaît ce type de travail qu'ils font au niveau des dirigeants de mosquées, d'associations, etc. Donc on était habitué à ça. Sur la question palestinienne, c'est très nouveau. C'est très nouveau, c'est inédit, c'est jamais vu. C'est que ce qu'on subit actuellement sur la question palestinienne, premièrement, c'est massif. Il faut savoir que les apologies, il y a, il y a au minimum un jugement par semaine actuellement. Au minimum, un jugement par semaine. Et ça touche beaucoup. On parle des gens comme moi qui sont des personnes publiques, etc. Et tout, mais il y a beaucoup d'anonymes. Il y a beaucoup de personnes qui sont accusées d'apologie dans les facs, qui sont inclus dans leur lieu de travail, dans leur, etc. Il suffit juste d'un signalement. Les gens qui ont un post sur TikTok, sur un réseau social. Donc, moi, j'apprends de la part de mon avocat qu'il y a des personnes qui veulent pas, il y a beaucoup de personnes qui veulent pas apparaître, qui veulent pas rendre au public parce que, pour des raisons professionnelles, parce qu'ils veulent pas être enterrés, parce que, quoi qu'on dise, avoir cette accusation-là sur le dos, ça vous causera des problèmes dans votre carrière professionnelle. Donc, beaucoup de gens restent anonymes. Mais je vous dis, c'est plus devenu exceptionnel. Avant, il y a 3-4 ans, une personne qui était accusée d'apologie, waouh, c'est qu'est-ce qu'il a fait, tout ça et tout. Maintenant, c'est devenu commun parce que même des syndicalistes, des journalistes indépendants sont accusés d'apologie. Des personnes qui ont fait juste un petit post, qui ont fait une petite déclaration durant une manifestation, reçoivent une convocation pour apologie. Donc ça va très loin, c'est aberrant. Ce qui se passe actuellement, c'est aberrant. C'est vrai que le 7 octobre, ça a boosté les choses. On est dans une étape qu'on n'a jamais vue. De toute façon, même dans le cadre de la militance, il faut savoir que la première année, c'est fin 2023 et toute l'année 2024, c'était affolant, quoi. C'est qu'un drapeau palestinien, la police nous arrêtait, etc. Donc pour des choses. En fait, il y a eu un moment de flottement qui a duré 1 an. On savait même plus ce qui était permis, ce qui était interdit. Moi, quand ils sont arrivés chez moi, dans mon jardin, j'ai un drapeau palestinien qui est planté. Ils l'ont arraché. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils ont arraché le drapeau. Je leur ai dit, mais vous n'avez pas le droit. Mais le policier ne savait pas, il pensait qu'il était en train de faire un truc légal, tout ça et tout. Il me dit, vous n'avez pas le droit. C'est une propriété privée, ok, faites votre perquisition, faites tout ça, mais vous n'avez pas le droit de casser, d'arracher des choses. Après, quand il a vu, il s'est senti gêné. Mais c'est impressionnant, c'est-à-dire que même les forces de police ne savent même pas ce qu'ils doivent faire et ne pas faire. C'est entre ce qui est dit dans les médias, entre ce qui est. Non, on a vécu un moment de flottement. Bon, c'est beaucoup moins grave actuellement parce que les gens, on commence à. Et puis la réaction aussi des militants, elle a été forte. Mais vous vous rendez compte, il vient à la maison, il arrache un drapeau palestinien, c'est impressionnant.
C'est impressionnant. Pour qui ils se prennent, ils sont où? Est-ce qu'il faut s'attendre à de nouveaux textes de loi pour encadrer ou réprimer davantage les mouvements de solidarité avec le peuple palestinien? On a entendu certaines choses autour des questions de la pénalisation de l'antisionisme au nom de l'antisémitisme. Voilà, est-ce que vous suivez ça de près ou est-ce que vous vous attendez à un durcissement de la législation également qui pourrait mener encore plus loin cette répression? Oui, certainement. Certainement. Bah, déjà, au niveau du gel, ils avaient un problème, c'est qu'ils gelaient les personnes physiques, ils gelaient les associations, mais c'est très compliqué de geler une entreprise commerciale, une SARL, une URL, etc. Et tout. Donc c'était compliqué parce que c'est du droit privé. Mais là, actuellement, je sais qu'il y a un projet de loi en cours pour élargir les mobilisations. Bon, nous, ils l'ont fait déjà à nous, hein, ils l'ont fait. Nous, vous savez que les éditions Tawhid n'appartiennent à personne, hein, c'est un bien qui appartient à la communauté parce que c'est une URL dont les biens appartiennent à 100% à une association. Donc, pour que ça reste un bien communautaire et non pas un bien privé, un bien WORF. Donc, on veut le rester. Mais la forme juridique, c'est une URL, une SARL avec un actionnaire unique. Et c'était compliqué pour eux de justifier ça. Bah, pour pouvoir le faire, ils sont en train d'étendre la loi. Donc nous, ils nous l'ont fait, etc. Mais ils vont étendre la loi même par rapport à la saisie, pour pouvoir saisir les biens, etc. Parce que vous savez qu'actuellement, vous avez des fondations Zaquette, par exemple à Lyon, on a une fondation Zaquette, ben, elle a été dissoute et l'argent a été pris par l'État. C'est qu'actuellement, ils sont pas seulement en train de dissoudre. Pour à travers quelle procédure et motivé et Euh, justifié comment? et ben, c'est ça, frérisme, tout ça et tout, immobilisation, puis après dissolution. Et dissolution, quand il y a dissolution, eh ben, ils ont nommé un liquidateur, et le liquidateur va décider à qui l'argent va repartir, va être redistribué, ça peut être à n'importe qui. Et actuellement, c'est ce qui se passe. Ils sont pas seulement en train de dissoudre, ils sont en train de nous déposséder. Ils sont en train de nous déposséder. Et c'est pareil par rapport à, ils en parlent pas, mais moi j'en parle, c'est pareil par rapport à l'ex-UIF, là, comment ça s'appelle leur nouveau Musulmans de France, MF. de France, ils avaient une fondation Zakat, c'est pareil, ils ont été expropriés. Donc ça fait que tous les biens, tous les dons des musulmans, bah, étaient repris par l'État, et qui va être redistribué à je sais pas qui, même en dehors de la communauté. Et ça c'est quand même, c'est vrai que c'est assez extraordinaire d'entendre ça. Enfin, on voit ce type d'informations, hein, on découvre pas tout ça, mais quand on assemble un à un les morceaux du puzzle, ce qui se dégage de tout ce que vous venez de dire, Yamin Makri, c'est que finalement aujourd'hui en France, il n'y a plus aucun projet possible dans la communauté musulmane de créer un institut, une fondation, de collecter des fonds pour des projets publics. Tout ça n'est plus possible parce que l'État peut dissoudre et saisir les biens. Donc, c'est quand même un gros problème pour la communauté musulmane en France. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire finalement? Comment elle peut se projeter dans l'avenir dans ces conditions? Bah, il faut imaginer d'autres moyens, il faut imaginer d'autres procédures, etc. Tout. Maintenant, il faut être imaginatif. C'est vrai qu'actuellement, rien n'est stable. Rien n'est stable et rien n'est certain. Mais même un local, ça veut dire qu'actuellement, on vit un arbitraire total. Et si on ne crée pas des synergies de résistance, si on crée pas des coordinations et des collectifs, si on reste toujours aussi insensible et aussi impassible, bah, on n'aura plus rien de collectif, il n'y aura plus rien d'organisé dans la communauté musulmane. C'est ça, il restera des mosquées, mais les mosquées, il faudra qu'elles s'autocensurent aussi, parce que c'est ce qui se passe aussi en mosquée. Actuellement, dans la mosquée, il y a un climat de peur qui est impressionnant, où les gens ne disent plus rien, ne parlent plus. Même ce qu'ils devraient parler au nom de leur éthique, au nom de leur morale, bah, ils n'osent plus en parler. C'est que il faut savoir que l'objectif n'est pas de dissoudre toutes les organisations, toutes les institutions, parce qu'il y en a qui existent, il y en a qui travaillent. Tout n'est pas noir. On n'est pas en train de vivre une répression totale. L'objectif, c'est de créer un climat de peur et de suspicion pour que de nous-mêmes, on s'auto-censure dans la parole et même dans l'action. C'est ça l'objectif. Si on attaque certaines personnes publiques, c'est pour qu'elles deviennent un contre-exemple pour les autres, en disant voilà ce qui va arriver si vous continuez, si vous voulez faire ça, si vous voulez. Donc il vaut mieux faire ça. Donc il vaut mieux avoir
faire des choses gentilles, etc. et tout, ne pas être trop, ne pas être visible, ne pas parler sur la Palestine, ne pas parler sur l'islamophobie d'État, ne pas parler ça, et ne pas parler sur les problèmes sociaux en général, même des problèmes qui sont pas communautaires. Au-delà de la question communautaire. En gros, c'est vraiment c'est une mise sous camisole, quoi. C'est une mise, c'est un moyen de domination. Actuellement, la domination, elle est douce. Elle se fait pas par de la répression totale et violente et physique. Elle s'est fait comme ça. Elle s'est fait en tapant sur des personnes, sur certaines personnes. Parfois même des personnes anonymes qui, c'est très bizarre qu'elles soient touchées, etc. En disant que ça peut toucher tout le monde. Ça touche pas que les responsables associatifs. Et donc, maintenant, quand vous êtes dans votre téléphone ou bien quand vous êtes devant votre ordinateur, ben, même ce qui est légal, même ce qui est légitime, même ce qui est naturel, vous le dénoncerez plus. Vous en parlerez plus et on mettra les gens sous silence. C'est ça l'objectif, il est là, hein, il est pas, l'objectif. Comment il faut réagir? Comment il faut réagir par rapport à cette vague, à ce climat-là? Qu'est-ce que vous dites à celles et ceux qui sont visés déjà par ces mesures et à celles et ceux qui ont peur dans ce climat? Qu'est-ce que vous leur dites? Euh, alors, il y a deux, il y a deux, il y a deux, il y a deux questions dans votre question. Premièrement, il y a la réponse individuelle. Ça veut dire à des personnes qui individuellement sont touchées par ça, etc. Et tout. Et après, il y a la réponse collective. C'est-à-dire quelle doit être la stratégie collective. Sur la réponse individuelle, il faut se dire que ça, c'est aussi le côté négatif de nos victoires. C'est ça, c'est qu'il ne peut pas y avoir autant de répression et autant d'actions comme ça en notre rencontre s'il n'y a pas eu des grandes avancées. Et il y a des grandes avancées qui sont faites dans la communauté. Les instituts sont innombrables, ils ne peuvent pas toutes les dissoudre, etc. Donc ils peuvent même dissoudre des grandes organisations nationales, ça aura peu d'impact sur ce qui se passe au niveau des localités, tellement tout est organisé de façon autonome. Donc ça montre que c'est une communauté qui avance. Ça. Donc il faut le voir sur ce côté positif-là. Donc, deuxièmement, c'est que si on n'avait pas un message, on a quand même un message, quoi. C'est pas, ça dépend comment on conçoit notre présence en France, quoi. Notre présence en France, c'est pas qu'une présence pour la présence. On n'est pas là pour vivre, manger, dormir, produire, consommer, etc. Et tout. On a une identité, on a un message, et on a un message qui vise une transformation de nous-mêmes. Là, vous parlez des musulmans. Là, vous parlez des musulmans, hein, et vous parlez de l'islam, comme vous dites, nous, hein, Ça voilà. veut dire que ce message-là, c'est ce qui gêne. C'est pas la présence musulmane en tant que religion, en tant que foi simple, etc. Tout qui gêne. Ce qui gêne, c'est ce qu'elle peut produire. Donc ça veut dire que s'il y a une réaction, c'est qu'en fin de compte, les gens, bah, ils font un travail éthique, ils font un travail social, ils font un travail politique, et ça dérange. Et ça, on continuera. De toute façon, ça fait partie de notre foi. Ça. Et puis en termes de stratégie collective, il est important qu'on casse notre isolement, parce que c'est de cela. Il faut savoir que c'est pas spécifique aux musulmans ce qui se passe. C'est spécifique à toute communauté, structure, mouvement, etc. Et tout, qui a une parole de résistance. Donc c'est pas spécifique. Est-ce que vous voyez d'autres exemples de répression? Parce que bon, il y a eu quelques cas individuels dans la gauche pendant l'état d'urgence. Voilà, il y avait eu effectivement des répressions aussi dans ces milieux-là. Mais en termes de groupes ou de structures sociales ou de groupements sociaux en France visés par la répression, ce qu'on voit le plus souvent, ce sont des musulmans ou des structures liées à l'islam. Non, non, Est-ce que vous voyez d'autres exemples non, à non, citer? non, ça, c'est parce on est auto-centré sur notre communauté. Mais c'est pas vrai, c'est beaucoup plus violent ailleurs, hein, beaucoup plus violent que dans la communauté musulmane. Moi, je vous dis, dans les mouvements écologistes, c'est beaucoup plus violent encore. Certains mouvements écologistes, c'est beaucoup violent. Il y a des gens qui sont, je vous dis, ce qu'on a subi avec les Gilets jaunes pendant 2 ans, parce que moi, j'y ai participé activement, c'était beaucoup, beaucoup plus violent. Ça n'a Oui, oui, les gilets jaunes, oui, c'est vrai, les gilets jaunes. mais pas que les Gilets jaunes. Enfin, le mouvement qui a eu la répression sur le mouvement des retraites, il a été violent dans la rue, etc. Il a été, non, non, c'est multidimensionnel. C'est pas, en fait, c'est l'évolution de l'État français qui devient un État de plus en plus autoritaire. Et effectivement, c'est-à-dire que on tape beaucoup plus facilement sur les musulmans, même si c'est moins violent chez les musulmans. Je vous le dis et je le répète, hein, sur des groupes de gauche, d'extrême gauche, et des groupes écologistes, des groupes même sociaux en général, comme les retraites ou les gilets jaunes, ça a été beaucoup plus violent. C'est beaucoup plus. Vous parlez des manifestations, Même des de la arrestations. gestion policière violente sur les manifestants, c'est de ça que vous Mais parlez? en dehors des manifestations, des arrestations, des gardes à vue, même en dehors, c'est dans la vie de tous les jours, quoi. C'était ces gens-là qui étaient, c'est pas que durant la manifestation, c'est même durant la manifestation, ou bien des prises de parole, etc. Et tout. Donc
Non, c'est très violent, c'est général. Mais ça, il faut en avoir conscience parce que on peut pas créer des synergies et des stratégies avec d'autres personnes et avec d'autres groupes si on pense qu'on est les seuls touchés, parce que tout le monde pense la même chose. Chaque groupe pense qu'ils sont les seuls à être touchés, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Après, c'est évident que il y a une islamophobie d'État et médiatique et institutionnelle qui est très forte, qu'on voit pas chez les autres groupes. Ça c'est spécifique à nous. Ça, c'est spécifique à nous, parce que ça, on le voit, ça, c'est unique. C'est-à-dire que les déclarations qui sont faites de manière, bon, ça, tout décomplexée sur la question de l'islam et des musulmans de France, qui sont faits par des hommes politiques, qui sont faits par l'État français, avec des projets de loi, etc. et tout, qui sont faits par des médias et des médias Main Street, hein, des médias, des gros médias, pas des petits médias. Ben ça, c'est unique. Ça, le comportement qu'on a, ça. Mais sur l'action de la répression, c'est pas que les musulmans, ça. Ça, c'est unique. C'est simple. Nous, on est l'objet de la diversion et l'objet de la division. Ça veut dire que on est l'objet de la diversion, ça veut dire qu'on permet aux gens de regarder ailleurs pendant que l'essentiel se fait là. C'est-à-dire quand on vote des lois antisociales et des lois, etc. et tout, donc on réactive la question de l'islam de France pour que les gens soient obnubilés par ça et ne voient pas ce qui se passe à côté. Donc ça, c'est la diversion. Et c'est la division, ça veut dire que ça oblige les gens à se positionner. Alors les gens, comme ils ont été travaillés par 20 ans d'islamophobie médiatique, ils savent plus se positionner. Donc on a vu, nous, moi j'ai vu des organisations imploser du fait que quelle position on prend par rapport à l'islamophobie d'État, quelle position on prend par rapport au traitement qui est fait aux musulmans, etc. Tout. Bah, les gens sont très divisés dans les organisations, même les organisations les plus militantes, hein. Même ceux qu'on aurait naturellement, on devrait les avoir à côté de nous, mais ils sont pas là. Donc, donc c'est un, l'islam et l'islam, la question des musulmans de France est un point qui est intéressant pour les gens qui veulent diviser et qui veulent faire diversion, notamment dans les mouvements sociaux. Alors Yamin Makri, vous parliez du fait que l'islam était un objet de division, de diversion et de division, donc contre-feu, diversion et division au sein du mouvement social, peut-être, si on veut l'appeler comme ça, au sens très large de ce terme. Comment, quel conseil vous donneriez justement aux acteurs engagés, justement, des acteurs musulmans qui sont engagés sur des questions sociales ou sur des questions même religieuses, pour justement sortir, éviter ce piège dont ils sont l'objet, hein, donc cette instrumentalisation de l'islam pour faire peur. Vous parliez d'une islamophobie qui est installée dans le paysage français depuis des décennies. Dans ce contexte-là, comment faire pour sortir de l'isolement? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, l'islam est un sujet sulfureux. Beaucoup d'organisations ou même des acteurs de gauche, voire même parfois même des acteurs de culture ou de confession musulmane, ne souhaitent pas être affichés ou être voilà, qu'il y ait une visibilité publique avec d'autres acteurs ou d'autres institutions qui sont en rapport avec l'islam, parce que justement ça pourrait leur nuire dans leur carrière, leur image, etc. Donc comment sortir de ce piège? Alors, bah là, il faut revenir à nos sources, quoi. Là, on parle de question, on parle des musulmans, on est bien d'accord, hein, des Oui, musulmans. Bah, il faut revenir aux oui. sources, il faut revenir à nos sources et en particulier à l'essentiel, c'est à la spiritualité. C'est-à-dire qu'il faut être confiant, il faut être confiant et puis il faut être audacieux. C'est-à-dire c'est, tout n'est pas dans des logiques rationnelles, il y a des choses qui nous dépassent et ça, c'est important. Donc, quand on est confiant et audacieux, après, il faut travailler sur deux plans. Le premier plan, c'est que il n'y a pas de véritable stratégie de résistance s'il n'y a pas une bonne coordination communautaire. C'est-à-dire que le travail communautaire, c'est la base et c'est l'essentiel. C'est-à-dire que il faut arriver à mettre en place des stratégies collectives au sein de la communauté. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester isolé. Ça, quand il vous arrive des choses, ne restez pas isolé, il faut en parler. Il y a il y a des gens autour de vous qui peuvent aider, et puis même qui peuvent donner un sens à ce qui vous arrive. Et ça, c'est le plus important. Parce que l'important, c'est de trouver le sens. Au-delà de l'aide matérielle l'aide organisationnelle, c'est le sens. Il faut trouver un sens à ce qui nous arrive. C'est l'essentiel. Et puis après, le deuxième, c'est ne pas tomber dans le piège de l'apport. Parce que c'est une stratégie de l'apport qu'ils sont en train de mettre en place. Il faut pas tomber dans ce piège-là. Il faut pas tomber dans le piège de cette stratégie-là sur lequel ils veulent nous auto-censurer. C'est-à-dire qu'il faut, et pour cela, ça veut dire qu'il faut sortir. Il faut parler avec d'autres.
musulmans non pratiquants ou non musulmans, etc. Et tout, ou des gens qui sont dans les mêmes, dans les mêmes situations, même si c'est pour d'autres raisons, etc. Il faut absolument créer des synergies avec eux. C'est en, il faut sortir de notre zone de confort intracommunautaire. Il faut aller hors, il faut partir. Il faut parler avec ces gens-là. Surtout que maintenant, vous savez, ça, c'est l'un des bienfaits de tout ce qui s'est passé après le 7 octobre, c'est qu'il y a vraiment une ouverture. C'est autant il y a il y a une islamophobie d'État qui est violente, il y a une médiatique, institutionnelle, mais autant au niveau du peuple, au niveau des gens, les gens sont à l'écoute. Les gens ne perçoivent pas. Beaucoup ont compris qu'ils ont été sujets, qu'ils ont été manipulés à travers la question de l'islam et des musulmans de France. Beaucoup l'ont compris ça, beaucoup comprennent ça. Et ce qui est impressionnant, c'est transversal. Ça veut dire que ce soit des peuples qui ont une opinion un peu de droite ou même voire d'extrême droite, ou des gens qui sont dans d'autres mouvements de gauche ou d'extrême gauche. C'est transversal. Tout le monde, quelle que soit son orientation politique, pas tout le monde, beaucoup ont compris que l'islam était un moyen de manipuler leurs émotions et de les manipuler, de les diviser. Beaucoup l'ont compris, beaucoup ont compris que c'était une diversion. Et actuellement, les gens maintenant sont à l'écoute. Malgré tout ce qui est déversé dans les médias en termes de mensonges et en termes d'insultes sur la question de l'islam, etc., tout, et des manipulations, malgré tout cela, les gens sont à l'écoute. Les gens sont vraiment à l'écoute. C'est nous qui n'y allons pas. C'est nous qui pensons que c'est pas possible de parler. Actuellement, c'est possible. C'est même le meilleur moment pour parler. Actuellement, c'est impressionnant. Moi, je n'aurais vu certaines choses. Et parfois, il y a des choses qui nous paraissent très naturelles, mais qui n'étaient pas naturelles il y a 10-15 ans. C'est actuellement, quand une fille voilée prend la parole de manière publique dans un collectif où dedans vous avez des musulmans, des non-musulmans, bah, c'est très naturel. Personne ne dira, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Moi, à mon époque, il y a 15 ans, il y a 20 ans, si c'était une fille voilée dans notre groupe qui prenait la parole, on disait, mais pourquoi c'est où? C'est elle que vous avez mis en avant. Nous, on veut pas que ce soit elle. C'est juste un phénomène, hein, c'est pas le plus important. Mais pour vous dire qu'actuellement, les choses ont changé. Beaucoup de choses, les gens sont en attente. Et c'est le plus important. Ça, c'est le plus important. Donc, ne soyez pas Ils omnubilés. sont en attente de quoi? Ils sont en attente de De quoi? comprendre. De comprendre qui on est, qu'est-ce qu'on veut, pourquoi ça. Parce que les gens ne sont pas dans des stratégies politiques, internationales. Ils n'arrivent même pas à comprendre. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi on en veut autant au peuple palestinien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi sur CNews, 70% de l'information concerne l'islam, alors que l'islam, vous n'êtes pas au centre de tout quand même, faut pas pousser. C'est pas pourquoi toute cette haine, pourquoi tout ça? Ils ont besoin de comprendre. Ils ont besoin pourquoi ce que tu es, ce que je vois de toi, ne correspond pas à ce qu'on me dit tous les jours à la télévision. Pourquoi? Il y a un gap, il y a une différence énorme, etc. Et tout. Et ce que tu me dis toi, ça ne correspond pas du tout à ce que me dit Monsieur Pro sur CNews. Donc pourquoi les gens sont en attente? Sans parler de la question spirituelle, encore plus profond, ça. C'est encore plus profond sur la question spirituelle. C'est-à-dire que les gens même n'arrivent pas à comprendre cet attachement. Vous savez, par exemple, Gaza, ce qui a choqué le plus chez les non-musulmans militants pro-palestiniens, c'est la patience des mères de famille. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'une mère de famille qui vient de perdre tous ses enfants, la seule chose qu'elle dit en réaction, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, ce qui est arrivé, c'est ce que Dieu a décidé. Comment, en perdant tes enfants, tu peux dire ça de Dieu? Pour eux, ça rentre pas dans leur, c'est pas ça, c'est pas compatible, ils n'arrivent pas à comprendre c'est quoi cette spiritualité, c'est quoi cette foi qui fait dire à des mamans qui ont perdu leur mari, leurs enfants, dans un seul bombardement, et ce qu'elle dit, en pleurant, parce qu'elle est triste, parce qu'elle souffre, en pleurant, elle dit Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ils sont au paradis, ils sont au paradis. Elle m'a dit, mais c'est quoi cette foi? C'est quoi cette spiritualité? Elle vient d'où? Donc les gens sont en interrogation. Faut pas, on est beaucoup dans l'analyse sociologique, politique, tout ça et tout. Mais il y a des mouvements de fond, il y a des mouvements de corps qui sont beaucoup plus forts que les mouvements politiques et sociaux. C'est qu'il y a des choses qui sont très très fortes qui sont en train de se passer.
Et ce qu'on voit sur des réseaux sociaux où on voit des personnes témoigner, tout ça et tout, je parle de non-musulmans témoigner en disant ces choses que je viens de vous dire, bah c'est que la phase, c'est que la chose apparente, parce que la plupart des gens ne parlent pas, mais ils ne pensent pas moins. Donc tout ça, ça devrait nous libérer, quoi. Ça devrait on est les agents, on n'est rien, on n'est que les outils de Dieu. Ça devrait nous libérer, dire, bah oui, bah maintenant que, en fait, l'État ferme des portes, mais Dieu en ouvre d'autres. Et elles sont beaucoup plus grandes. Ce que Dieu ouvre, c'est beaucoup plus grand. Et moi, je dis, j'ai eu des témoignages, j'ai eu des personnes, etc. et tout, parce que je travaille beaucoup avec des non-musulmans, tout ça, bah, des trucs qui sont impressionnants, quoi. Ça, on sait plus où on sait plus où on en est, quand on dit, mais on sait plus où est la limite entre musulmans. Quand moi, je vois une personne qui vient, qui est militant, tout ça et tout, qui dit, moi, je suis musulman, je dis, mais t'es pas musulman, t'as rien à voir. Tu viens avec tes tatouages, tes piercings, et tu me dis, t'es musulman. Je fais, non, maintenant, je suis musulman, tout ça et tout, parce que voilà, parce que j'ai vu ça, je vous considère comme musulman. Après, sa foi, ce qu'il est réellement, est-ce qu'il fait ses prières, tout ça et tout, je sais pas, mais ça me regarde pas, ça. Mais on en est là, actuellement, ce qui était inimaginable. Avant, il y avait un mur entre musulmans, non musulmans. Ce mur, il est en train de tomber. Et c'est ce qui fait peur. Est-ce que la communauté musulmane en France, Yamin Makri, est selon vous solidaire de la cause palestinienne et comment cette solidarité s'exprime-t-elle concrètement? Comment est-ce que vous la constatez sur le terrain? Vous parliez tout à l'heure de silence, de peur dans les mosquées, mais bon, évidemment, la communauté musulmane ne se réduit pas aux mosquées, hein, même si les mosquées sont des lieux essentiels dans la communauté musulmane, mais voilà, ce ne sont pas les seuls lieux. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la solidarité de la communauté musulmane française avec la Palestine? La communauté musulmane française, ou de France, elle est totalement en solidarité avec la cause palestinienne de manière quasi totale et unanime. C'est une exception, etc. Mais les musulmans, ce n'est pas les musulmans pratiquants. Et les musulmans pratiquants, ce n'est pas les mosquées. Et les mosquées, ce n'est pas les dirigeants associatifs et les dirigeants de mosquées. Parce que plus vous allez dans ce strate-là, et plus on est dans d'autres comportements. Actuellement, on peut dire qu'au niveau des dirigeants d'associations et de mosquées, ça a été la bérésina. Sur la question palestinienne, le comportement, il a été honteux. Et il y aura des conséquences. Ça ne restera pas sans conséquences. C'est-à-dire l'élite, ou comment on peut l'appeler, la pseudo-élite, ou les directions communautaires musulmanes, que ce soit des associations de quartier ou d'associations autres, ou des fédérations, ou que ce soit des mosquées, des grandes mosquées ou des petites mosquées, ceux qui sont restés 2 ans dans le silence, ou ceux qui ont eu peur pour leur carte de résidence, ou bien qui ont eu peur parce que pour leur boulot, pour pas, etc., et qui se sont tus pendant 2 ans, ces gens-là paieront les conséquences de leur silence et de leur défection. Ils paieront les conséquences. Vous pensez à quoi quand vous dites qu'ils le paieront? Bah, il n'y aura plus de crédit. Ah, vous voulez dire de crédit moral ou religieux, de la parole religieuse, c'est ça que vous voulez C'est dire? plus important. Le crédit moral, c'est le plus important. Moi, je parle que de ça. C'est le crédit moral et le crédit spirituel. Qui tu es maintenant pour me parler de tel sujet alors que je t'ai pas vu parler pendant 2 ans et tu n'as pas dit un seul mot sur un génocide de musulmans. Il y a eu 200 000 musulmans qui sont morts en 2 ans. Ça. Tu n'as pas dit un seul mot et maintenant tu veux me faire des leçons sur moi-même, sur les gens, sur ce qui se passe en France ou dans mon quartier, etc. Je fais non, tu as été défectueux, tu dois partir. Actuellement, c'est pour ça que je fais une énorme différence entre la communauté musulmane dans sa généralité, qu'il soit pratiquant ou non pratiquant. Ça, pour moi, c'est un soutien total et on l'a vu dans les manifestations, on a vu dans le comportement des gens, même si les gens ont leurs limites, hein, faut pas rêver, ça, et c'est pas spécifique aux musulmans, mais et on a vu dans dans différents types de soutien. Autant dans les mosquées, on voyait des gens, etc. et tout, pleurer pendant les doigts et tout ça et tout par rapport à ce qui se passait, etc., et révoltés. Autant plus on va, et autant on a vu les dirigeants ne pas être à la hauteur de leurs fonctions. Donc ça, c'est pour les mosquées. Et de manière générale, C'est voilà, pas pour les est-ce que mosquées, vous hein. avez vu une solidarité s'exprimer Comme- à travers le tissu associatif, à travers des individualités? Non, euh, mais moi je mets tout ça dans le même temps. C'est-à-dire que moi, il y a des gens qui prennent l'estrade, ou qui prennent le micro, ou qui prennent le minbar. Ces personnes-là, qui n'ont pas été présents durant ces 2 dernières années, on va pas l'oublier. On va pas l'oublier spirituellement, on va pas l'oublier moralement. C'est-à-dire, ces gens-là n'ont plus de crédit.
Ils n'ont plus de crédit, ils doivent partir. Ils ont échoué. Ils ont échoué, ils doivent demander pardon à Dieu et ils doivent refaire tout leur travail intérieur. Ça. Tous ces gens-là, c'est ça, ça sera pas oublié, on pourra pas l'oublier parce que c'est trop facile d'accuser les autres, d'accuser un État maghrébin ou un État musulman d'être absent dans la solidarité. Mais il faut qu'on commence à faire le travail chez nous, dans notre proximité. Il y a des gens autour de nous qui ont été absents. Et ça, c'est pas tolérable. Alors, je rappelais en début d'émission, Yamin Makri, votre présentation et votre parcours. Vous êtes ce qu'on peut appeler un cadre historique de l'islam de France ou de l'islam en France, et notamment à Lyon, mais pas seulement. Votre parcours a commencé particulièrement dans les années 90. Avec votre recul et votre expérience, quel est votre regard, ou quel regard portez-vous sur l'islam contemporain en France, c'est-à-dire le type de discours que l'on peut entendre, les réalités de terrain, la production intellectuelle musulmane, voilà, donc tous les aspects de ce qu'on pourrait appeler l'islam de France ou l'islam en France. Voilà, comment le jugez-vous et avec le recul et l'expérience, et comment l'analysez-vous? Il y a eu un cumul d'expérience et de savoir et de savoir-faire qui a été emmagasiné et qu'il faut absolument capitaliser. Ça, c'est le premier point. C'est à 30 ans, 35 ans après, et ça, il faut absolument qu'on le fasse, notamment en termes de compréhension, en termes de vécu, etc. Ça, c'est le premier point. Il y a, il faut que les plus jeunes comprennent, il faut que les plus vieux d'ailleurs, d'abord expliquent que les avancées ont été énormes. C'est-à-dire il faut pas qu'on ait un discours défaitiste et démoralisateur. Les avancées ont été énormes. Il faut savoir d'où on vient. Ça veut dire quand on a créé l'UGM en 87, nous dans nos débats se posait la question de l'existence de la communauté musulmane. Est-ce qu'elle va vraiment exister ou est-ce qu'elle va finir par disparaître? Parce qu'on était en train de disparaître. Quand je dis en train de disparaître, ça veut dire que il restait l'identité musulmane. Mais la foi musulmane, elle était en train de disparaître. Et il faut pas croire que c'est pas possible. Historiquement, ça s'est vu. Il faut pas croire qu'on est dans un mouvement linéaire qui peut demain ne sera que mieux que hier. C'est pas vrai. Il peut y avoir des mouvements de recul et de grands reculs. Donc on peut disparaître. Donc il faut pas considérer qu'il y a des acquis tout ça. Donc et nous à cette question-là, elle se posait réellement et sincèrement quoi. On voyait quoi la pratique elle était très faible, elle était uniquement pas chez les plus âgés, mais les jeunes ne pratiquaient pas, etc., etc. Donc il n'y avait pas de structuration, il n'y avait pas d'organisation, il y avait rien. Et surtout même ceux qu'on considérait comme étant l'avenir de l'islam de France, c'est-à-dire ceux qui sont nés en France, qui vivaient dans les quartiers populaires, ils étaient totalement négligés, étaient mis à part. Quoi. Donc il y avait plein de problématiques qui faisaient que se poser cette question-là. Il faut savoir, les gens disent oui, maintenant la communauté musulmane elle a des moyens financiers parce qu'elle a plus besoin d'aller à l'étranger pour construire une mosquée, etc. Et tout. On a construit des mosquées, on a construit ça, on a construit. Mais c'est pas ça l'avancée. L'avancée là, c'est en termes physiques, s'il y avait une avancée à noter, c'est l'encadrement. L'encadrement actuellement, il est endogène. Actuellement, les imams sont du pays. Ce sont des gens qui ont beaucoup ceux qui arrivent, c'est tout. Les formateurs sont d'ici, etc. Et tout. Alors qu'à l'époque, un formateur, un imam, etc. Tout, dès qu'on avait quelqu'un qui était un peu plus loin qu'une simple pratique, qui connaissait un peu de Coran et qui connaissait la langue arabe, il ne pouvait être que quelqu'un qui venait de l'étranger. Actuellement, il faut savoir que les encadrants de la communauté musulmane sont endogènes, font partie du pays, sont des gens dits. Il y a beaucoup d'imams, il y a beaucoup d'imams, Yamin Makri, enfin, qui sont pas nés en France ou alors même s'ils parlent français, ils ne maîtrisent pas particulièrement bien la langue française. Ça reste encore quantitativement, ça reste encore important en France. Non, C'est-à-dire parce que quand on vous entend, on a l'impression que on a vraiment assisté à un renouvellement générationnel et qu'on aurait. Alors vous parliez de personnel encadrant ou formant. Alors c'est pas forcément que les imams, ça peut être les enseignants et etc. Mais si on reste que sur les imams, on a encore beaucoup d'imams, voilà, qui sont pas forcément, qui prônent pas forcément un discours qui aborde des réalités de la société française.
Non, le discours, c'est autre chose. Moi, je parle du profil sociologique. Le discours, c'est autre chose, parce que ça veut rien dire, hein. Une personne de France peut avoir aussi un discours qui est totalement aberrant. Donc, et quelqu'un qui vient de l'étranger, qui a appris tout ça et tout, peut avoir un discours intéressant. C'est la vision étatique de croire que tout ce qui vient de l'étranger est mauvais et tout ce qui est de France est forcément. Non, c'est pas toujours vrai. Non, c'est pas ça. C'est qu'il faut savoir que avant, c'était inexistant. Aujourd'hui, c'est une part non négligeable qui est en train de devenir de plus en plus importante. C'est vrai que dans les petites villes, c'est moins voyant, mais dans les grandes métropoles, c'est fini maintenant. Et les imams, c'est pas les plus importants. Vous savez, c'est ça, c'est notre manière. On donne une importance aux imams qu'ils n'ont pas. Les encadrants sont beaucoup plus intéressants. Les encadrants, les formateurs, les enseignants, etc. et tout, sont beaucoup plus importants. Ils sont beaucoup plus effectifs que les imams, parce que les imams actuellement dans les mosquées, c'est très neutre, hein. Ils n'ont pas un rôle central, ça. Mais les encadrants sont d'ici de plus en plus. Et Alors c'est qui les encadrants, à part les enseignants dans les instituts, vous pensez à qui quand vous parlez d'encadrants? bah, ceux qui sont en charge de la formation dans tout type de structure. Ça soit un simple cours qui est fait dans la mosquée, ou que ça soit un institut formel avec un bâtiment, etc. et tout. C'est-à-dire que tous ces gens-là, parce que ça peut, donc ça peut prendre plusieurs formes. Mais la simple personne qui, tous les vendredis, après la rassole, fait un DAS, etc. et tout, avant, maintenant, ce sont des gens d'ici qui parlent. C'est-à-dire, faut dire une chose. Faut dire, en 92 et 93, donc ça c'est très loin. Donc, quand l'UGM avait lancé ses congrès de la jeunesse musulmane, et il y avait à peu près 4000 personnes, c'était à Vénissieux, dans la banlieue lyonnaise, etc. Il faut savoir que les gens étaient surpris du fait que des jeunes nés en France prennent la parole publiquement sur la question de l'islam de France. Même pas sur des aspects religieux, hein, sur des aspects sociaux, parce qu'on n'intervenait pas sur le. C'est dit comment ça se fait qu'ils parlent, parce que c'était pas possible que des gens issus du pays parlent. On était incompétents, on était loin, etc. Donc, il faut savoir d'où on vient. Actuellement, vous avez des Hafez Quran, vous avez des imams, vous avez ils sont nombreux, hein, ils sont très nombreux. Ce qui est vrai, peut-être que moi j'ai une vision déformée, que dans les grandes métropoles comme Paris, Lyon, etc. et tout, ils sont beaucoup plus présents que dans les petites villes. Mais il ne faut pas donner la place aux imams qui n'ont pas. Les encadrants font un travail dans la communauté beaucoup plus important que les imams. Donc l'islam est endogène, l'islam est enraciné aujourd'hui, c'est ça que vous voulez dire au niveau des cadres musulmans, c'est ça que vous dites, ouais. C'est enraciné, c'est une culture, ça dépasse le monde des pratiquants. Faut savoir le langage a changé. C'est ce qui leur fait un peu mal. Le langage a changé. Vous avez avant dire salam alaikum, c'était s'afficher comme militant. Tu vois, salam alaikum, alaikum salam. On disait bonjour, bonsoir. Ceux qui disaient salam alaikum salam, c'était quelqu'un engagé, tu vois. Maintenant, vous allez dans la rue, vous avez des gens qui sont même pas à peine même pas pratiquants, ils disent salam alaikum. Donc c'est important. C'est les us, hein, c'est important que ça veut dire ça diffuse. Ça diffuse pas. Nous, on voit qu'une personne qui rentre dans la pratique, une personne qui rentre dans l'islam. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi des codes. Et les codes diffusent. Bon, beaucoup dans les quartiers populaires, bien sûr, pas plus que pas en dehors, mais les codes sont en train de se diffuser. D'ailleurs, ça diffuse même, mais même ça diffuse même en dehors du cadre musulman, parce que maintenant les gens qui fréquentent les musulmans reprennent même cette manière de parler, tout ça. Donc on a fait des avancées qui sont gigantesques, mais on a des grosses limites. Et les grosses limites, il faudra s'y attacher parce que autant la question de l'existence de l'islam et la question de la francité, ça veut dire comment on se positionne en tant que Français, etc., était une question à laquelle il fallait répondre, tout ça et tout à l'époque. Autant maintenant la question se pose beaucoup moins, mais, la question du sens se pose. Ça veut dire comment tu conçois ton islam. Est-ce que c'est une pratique religieuse, un culte, et ça se limite à un culte, et ça t'engage pas plus que ça, ou est-ce que c'est plus que ça, quoi? Est-ce que toi, quand tu comprends ta pratique religieuse, ta pratique de l'islam, ta compréhension de la foi, est-ce que tu sens derrière un projet? Ou est-ce que pour toi, non, il n'y a pas de projet, c'est simplement une pratique, il faut que je m'adapte au contexte, et dans ce contexte-là, je m'insère, tout simplement. J'ai pas de rôle à jouer, et si j'en ai un, c'est en dehors de ma compréhension de l'islam, c'est dans d'autres cadres. Ou est-ce que tu considères que
que ma foi musulmane, ma spiritualité, ma compréhension du monde, mon rapport au monde, eh ben, a quelque chose à apporter dans ma vie de tous les jours et dans ma militance. Ça, c'est une vraie question, ça. Et on l'a vu exploser sur l'affaire de la Palestine. Sur l'affaire de la Palestine, on l'a vu. Oui, parce qu'il y a, il y a l'idée finalement que un engagement politique ou social au nom de l'islam, eh bien finalement, ça participe de ce qu'on appelle l'islamisme ou l'islam politique. Et évidemment, l'objet islam étant totalement politisé en France, hein, c'est vraiment quelque chose qui ressort de toutes les analyses et de toutes les réflexions qu'on peut se faire sur l'objet islam, que ce soit le voile, que ce soit n'importe quel aspect de l'islam, il est politisé, c'est-à-dire il est perçu comme étant un objet politique. Voilà, donc il y a aujourd'hui des questionnements là-dessus. Vous, ce que vous dites, c'est quoi? C'est que on peut développer des projets sociaux avec une vision islamique. Alors quelles seraient les Bon, grandes bon, lignes finalement? bon. Non, moi, ce que je dis simplement, c'est qu'il ne faut pas qu'on analyse nos réalités à travers leur grille de lecture. Il faut qu'on ait notre propre grille de lecture. C'est ça. C'est que c'est par rapport à mes références que je discute de ça, et non pas par rapport aux autres. Et notamment la séparation politique, non politique, sociale, religieuse, etc., etc. Ou bien sécularisé, non sécularisé, etc. Il faut pas je réfléchirais, parce que si je réfléchis à travers leur grille de lecture, je vais me retrouver à travers des contradictions. Donc c'est ma grille de lecture, parce que là on est en train de parler d'Issam, on n'est pas en train de parler d'autres choses. Donc est-ce que j'ai une grille de lecture? Si j'ai une grille de lecture, moi je parle à travers ma grille de lecture. Donc, et j'ai pas de séparation. Je suis entier. Je suis un être humain entier. C'est-à-dire que tu me demandes pas de séparer dans mon cerveau la partie religieuse, la partie non religieuse, la partie spirituelle, la partie non spirituelle, la partie sécularisée, la partie non sécularisée, la partie politique, la partie non politique. Pour moi, je suis un et indivisible, quoi. Donc, je travaille et je discute à travers ma grille de lecture. Et ma grille de lecture, je la pose à travers ma spiritualité, à travers ma foi. J'ai une foi, et cette foi, elle implique une éthique, tout simplement. Comment on articule? Parce que ça fonctionne au niveau individuel. Par exemple, on est musulman, on est engagé pour la Palestine, on est engagé pour la retraite, n'importe quel objet de mobilisation, qu'il soit social ou international. Donc ça fonctionne au niveau individuel. On peut avoir les motivations religieuses, peuvent être le cœur de notre action, de notre mobilisation. Par contre, quand ça devient public et collectif, comment vous articulez ça? Par exemple, dans les mobilisations sociales, voilà, est-ce que finalement, des fois, on entend ces inquiétudes. Oui, là, on a une mobilisation religieuse. Bon, ben nous, on n'est pas religieux, peuvent dire d'autres groupes. Voilà. Donc, comment on articule au niveau collectif et public ce type de motivation et de mobilisation qui est d'inspiration religieuse, avec des acteurs qui eux-mêmes ne sont pas religieux, voire même qui peuvent être hostiles aux religieux. Déjà, le problème, voilà, c'est ça, c'est les mots religieux qui posent problème. C'est-à-dire que pour moi, voilà, c'est ça. Pour moi, je considère que l'aspiration au bien, au juste, au beau, au vrai, est une aspiration qui est innée en moi. C'est-à-dire. Et la révélation coranique et toutes les révélations ne font que confirmer ce qui est déjà présent. C'est-à-dire. Et mon rapport au monde le confirme aussi, parce que le monde est signe. Donc pour moi, je suis dans cette triade du corps, de la révélation normée, hein, qui est une norme, qui cadre, et de la création qui est signe aussi. Donc je suis dans ça. Ça veut dire que pour moi, j'ai pas de séparation entre social, politique, social. Premièrement. Deuxièmement, je considère que cette fitra, ou cette prime nature, ou cette aspiration au bien au juste, Dieu l'a pas donnée aux musulmans. Dieu l'a universelle. C'est ça qui veut dire. C'est-à-dire que je peux trouver une part de l'islam chez un non-musulman. Ma conception, elle n'est pas organique, la conception de l'islam. C'est-à-dire que chez toi, je vois ce que je considère, moi, comme ta part d'islam. C'est-à-dire ton aspiration au respect, au droit, à la justice. Pour moi, quand je travaille avec toi, je travaille avec ça. Je ne travaille pas avec toi. Je travaille avec cette aspiration-là qui est pour moi, qui est pure, qui est sincère, et qui est divine. Donc mon rapport à l'autre, il est différent. Autant qu'un musulman, comme un non-musulman, il a aussi un ego, il a aussi des passions, il a aussi ça, et que ça peut prendre le dessus. Et quand ça prend le dessus, c'est-à-dire que chez le musulman, je peux le combattre, parce que ce que je combats, c'est pas le musulman. Je combats son ego qui est démesuré, cette passion qui a dépassé les bornes. C'est ça que je combats. Donc ça veut dire que
C'est pour ça que la question communautaire, il faut qu'elle soit chez nous, on ne doit pas reproduire ce que font la communauté juive. Il n'y a pas de solidarité ethnico-religieuse chez nous. Ça n'existe pas. On a une solidarité de principe. Donc je me sens à l'aise avec un syndicaliste, avec je sais pas, moi, n'importe quoi, un comité de parents d'élèves, tout ça et tout, qui défend un problème, tout ça et tout. Je me sens très à l'aise qu'il soit musulman ou pas musulman. Moi, ce qui m'intéresse chez lui, c'est cette part de beau, de juste, de vrai. Et c'est pour ça que les stratégies collectives, elles sont pas limitées aux musulmans, elles sont pas limitées, elle est très ouverte. C'est pas les musulmans que je cherche, c'est pas les non-musulmans que je recherche. Ce que je recherche, c'est la justice, le droit. Et ma vision de l'islam, comment Dieu nous a créés, parce que ça, il y a une vision anthropologique de l'homme dans le Coran. C'est que Là, vous anticipez une question que j'allais vous poser, mais c'est pas grave. Allez-y. ouais, c'est qu'on a une vision de l'homme. C'est très important la vision de l'homme. C'est ça qui définit l'altérité, c'est ça qui nous définit le rapport à l'autre. Donc et cette vision de l'homme fait que pour moi, mon rapport à l'autre, il est géré par rapport à cette vision, par rapport à ma grille de lecture. Ça, Quelle est cette vision, justement? Quelle est cette vision anthropologique de l'homme dans l'islam? De l'homme avec un grand H, hein, homme et femme, hein, de l'être humain. elle est coranique. Elle est coranique. Ça veut dire qu'on est dans la dualité. L'être humain est dans la dualité. L'être humain, pas le musulman, c'est ça. L'être humain, c'est que Dieu dit dans le Coran. Il a fait une deuxième création. C'est-à-dire qu'on est fait de terre et on est fait du soufre. Et si les anges se sont prosternés, ils se sont pas prosternés à cause de la partie terrestre. Ils se sont prosternés à cause de la partie céleste. Donc c'est ça qui a fait que les anges se sont prosternés. Et si Iblis a refusé la prosternation, c'est parce que Iblis est le premier raciste de l'histoire. C'est le premier suprémaciste de l'histoire. C'est celui qui a jugé l'homme par rapport à son apparence et non pas par rapport à sa profondeur. Quand il dit qu'il a été fait de terre. Je suis meilleur que lui. Je suis meilleur que lui, pour paraphraser. Il met de la rivalité, il met une supériorité, c'est ça, c'est le truc du racisme. Mais surtout, il juge sur l'apparence. Il juge pas sur la profondeur et sur l'essence. Et c'est ça qui fait toute notre différence par rapport à. Et ça, c'est pédagogique ce qui s'est passé entre Adam et Iblis et Allah le Très-Haut. Ce qui s'est passé, c'est pour nous cette histoire-là. Si Dieu la raconte en détail, si Dieu raconte le dialogue qu'il a avec Iblis, tout ça et tout, c'est parce que nous on doit comprendre. Dieu est en train de nous expliquer notre constitution, comment on est fait et comment on va réagir et comment il faut agir entre nous, entre humains, dans notre rapport horizontal. Il nous explique ça. Et ça, il faut toujours l'avoir dans l'esprit. Nous avons une partie passionnelle, donc qu'il faut parfaire, qu'il faut limiter, qu'il faut gérer. Et nous avons une partie céleste. Et là, on ne parle pas du musulman, on parle de l'être humain. Donc c'est dans mon rapport avec le non musulman, ça aussi ça fait partie. Donc nous on n'est pas dans le binaire musulman non musulman, même s'il y a musulman non musulman, c'est un fait. Mais nous c'est dans mon rapport à l'autre, dans mes stratégies, tout ça et tout, je suis dans cette vision là de l'homme. C'est-à-dire que l'homme est duel. Ça. Et toute la stratégie, et toute la vision et tout ce toutes les prescriptions de l'islam est là pour faire le lien, ce n'est pas, il faut pas vivre dans la partie céleste et croire qu'on peut vivre que dans ça. Le monachisme et tout ça et tout, tous ces histoires. Il faut pas non plus être dans la matérialité et considérer que la partie de l'ego et tout ça et tout. C'est-à-dire que nous, ce qu'on doit faire, c'est montrer le lien. Ça veut dire qu'on est nuancé. On est nuancé. Quand je parle avec quelqu'un, le Furqan, le discernement, c'est savoir avec qui je parle. Avec quoi je parle? Est-ce que je parle avec sa partie céleste ou sa partie, etc. Que ce soit un musulman ou un non-musulman, ça change pas. Avec un musulman, c'est quoi là qui le fait réagir? C'est son ego, ou bien c'est la partie céleste, c'est la prime nature, c'est ça. Et toutes nos stratégies politiques, maintenant on va parler dans la grille de lecture, toutes nos stratégies sociales, toutes nos stratégies communautaires et extra-communautaires, elles doivent être encadrées par ça. C'est ça. Alors, dans cette vision universelle de l'islam à laquelle vous appelez, hein, finalement, une vision anthropologique, une vision principielle, vous rappeliez les principes, hein, le vrai, le bien, le beau, le juste, etc. Dans ce contexte-là, comment définiriez-vous les priorités en termes d'action, de projet, d'orientation pour les musulmans de France
Voilà, donc il y a différents champs, hein, ça peut être l'éducation, la transmission religieuse, la vie intellectuelle, l'engagement social. Voilà. Si vous deviez définir, par exemple, 3 priorités, selon vous, et selon cette vision, hein, qui est une vision, encore une fois universelle, quelles devraient être les priorités dans ce contexte-là? La compréhension. La compréhension. Ça nous fait très mal. C'est la compréhension. On disait femme. La compréhension, la compréhension, la compréhension. Ça veut dire que la pratique ne nous sauvera pas d'une mauvaise compréhension et l'action politique et sociale ne nous sauvera pas, au contraire, d'une mauvaise compréhension. C'est la compréhension. Et il faut absolument vous savez, quand quand des gens nous disent, parce qu'il y a un problème d'intériorité, quand des gens nous disent, ça a été très pédagogique les 2 années là, du génocide, là. Ça a été dramatique, mais ça nous a appris énormément de choses sur nous-mêmes et sur les autres. Mais nous, on insiste beaucoup sur les autres. Moi, je voudrais bien qu'on travaille sur nous-mêmes, quoi. Ça veut dire nous en tant qu'individus, sur toi-même avec ton corps, mais nous aussi en tant que communauté. Et ça nous a appris beaucoup de choses. Quand une personne me dit, moi, la question palestinienne, je ne peux pas m'y engager parce que c'est tellement violent, c'est tellement dur que j'ai peur que, à force de voir des images, à force d'en parler, je développe en moi une haine jusqu'à arriver à faire des choses qui sont condamnables. Ça et tout. Quand une personne me dit ça, je dis, mais oulala, ça veut dire qu'on a un vrai problème de gestion. On a un vrai problème de gestion de nos émotions, de les encadrer avec des principes, etc. C'est qu'on n'a pas confiance. C'est qu'on n'a pas confiance en soi. On n'a pas une confiance. On sait pas. Et ça, c'est problématique. Moi, je vois quand les gens passent leur temps à poser des questions, à s'interroger sur des choses qui sont tellement évidentes. C'est-à-dire que quand il se passe quelque chose, tu vois, tu penses qu'il faut réagir à ça. Je me dis, mais comment tu peux ne pas réagir? Mais comment tu poses la question du fait qu'il faut se réagir? C'est-à-dire que ça devrait même pas, ça devrait être automatique. Ça veut dire que, c'est-à-dire que on arrive à un point où on a cette autocensure ou bien on a cette peur qui s'est installée, c'est on a un problème de gestion intérieure. Ça. Et je pense que c'est lié à la manière d'appréhender nos sources. Je pense qu'il y a un vrai problème dans la manière d'appréhender nos sources. Et ce que j'expliquais par rapport à la dualité de l'être humain, etc. et tout, ce que j'expliquais aussi par rapport à la triade, le corps, la norme et la création, bah, je pense que c'est ça. On a un problème c'est-à-dire que la manière, c'est pas les sources en elles-mêmes. Les sources en elles-mêmes, elles sont toujours là, elles vont pas changer. Ça. Mais c'est la manière de les appréhender. C'est-à-dire qu'on a un contexte, notamment ce contexte-là, ce contexte moderne, etc. et tout, qui a tout détruit au niveau de nos intériorités, et on ne sait pas comment y répondre. Et on a un discours qui correspond au discours d'il y a 10 siècles, il y a 10 siècles en arrière, qui a un discours qui était très, très puissant, très pertinent pour l'époque, etc. et tout, qui répondait aux enjeux de l'époque, mais on n'a pas réussi à mettre en place un vrai discours. Et on a beaucoup d'idées mortelles, comme dirait Ben Nabi. Les idées mortelles chez nous, elles sont énormes. Et il faut. Est-ce que vous pouvez en citer une ou deux pour qu'on comprenne? À quoi vous pensez quand vous parlez d'idées mortelles chez nous actuellement? Je vais donner un exemple, mais on est vraiment dans la philosophie. Je vais donner un exemple d'idée mortelle. La question du conflit. La question du conflit, vous savez, vous avez 2 sourates dans le Coran qui sont des sourates qui sont interpellantes. Pas des sourates, des versets. 2 versets qui sont interpellants. Où Dieu dit, si je vous avais pas mis les uns contre les autres, la terre serait pervertie. Un autre verset, il dit, si je vous ai pas mis les uns contre les autres, dans les lieux de culte, bon, je donne pas, hein, dans les lieux de culte, le nom de Dieu ne serait pas invoqué, ne serait pas autant invoqué, etc. Et tout. Il parle de synagogue, de temple, etc. Et tout, etc. Donc il parle des autres cultes, pas les nôtres, pas l'islam. Ces versets-là montrent qu'en fin de compte, que le conflit, il est intrinsèque à notre existence. La tension est intrinsèque. D'ailleurs, je l'ai expliqué tout à l'heure, dans la création de l'homme a 2 choses qui sont même contradictoires, hein, cet aspect terrestre, cet aspect céleste, et toute notre vie, on doit allier les deux. Et le lien, le fait de relier, c'est la pratique religieuse. C'est le fait de relier des choses qui peuvent paraître contradictoires. On peut dire même l'homme et la femme, on peut dire le possédant, le riche et le pauvre, on peut dire, etc. Toute la vie est faite de contradictions, de contraires, croyants et incroyants, et où nous, on doit trouver un moyen de créer le lien.
Et vous verrez que toutes les pratiques religieuses, les 5 piliers, on va dire, les 5 piliers, pas 4, tous les piliers, eh ben, c'est le lien. C'est ça. Donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, en fin de compte, que, comme dit le Coran, l'homme a été créé dans le kabed. Le Coran parle de le kabed. Ça veut dire dans la lutte permanente, la tension permanente. On est toujours dans cette tension. C'est pas quelque chose de, c'est pas quelque chose de structurel, de conjoncturel. C'est structurel à nous. C'est structurel au créé. C'est structurel à la création, qui est duel. C'est structurel à notre constitution. Et Dieu, ça. Et dans ça, il y a une sagesse. Il y a une sagesse, parce qu'en fin de compte, c'est dans le conflit, c'est dans l'interaction, c'est dans les contre-pouvoirs que la lumière agit, que le mouvement se crée, comme par Iqbal, tout ça, il parle de mouvement, etc. Et tout. Ça veut dire que quand il n'y a plus de conflit, il n'y a plus de tension, il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de lumière. L'équilibre, vous voulez parler d'un équilibre, c'est ça? Un équilibre des forces? Non, je veux dire, là, quand je parle d'idée mortelle, quand je parle de ça, je veux dire que quand on est une communauté qui fuit la tension, qui fuit le combat, qui fuit le conflit, qui fuit le débat contradictoire, qui fuit les oppositions, qui fuit ça, comment voulez-vous qu'elle évolue? L'évolution, l'histoire se crée de tensions et de conflits. Mais si, dans votre discours... Et comment il faut les gérer? Comment il faut les gérer, ces conflits? Les conflits, bien le dire. Vous savez, c'est Surat al-Asr. Surat al-Asr, il parle de ça. Il en parle dans la Surat le temps. Il dit que l'homme est perdu, etc. Et tout, donc, etc. Et puis après, il dit Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Donc, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Donc, en fin de compte, le conflit se dépasse en Dieu. Quand on dit que le conflit se dépasse en Dieu, ça veut dire qu'il faut prendre du recul. Ça veut dire que le lien peut se créer. Le lien peut se créer par des valeurs. Ça veut dire que, en gros, les conflits ne peuvent pas se régler que par des rapports de pouvoir. On doit dépasser le rapport de pouvoir. La miséricorde, tout ça et tout, c'est dans le rahma, tout ça et tout. Ça. Et le conflit, il ne se gère que dans la persévérance. Ça veut dire c'est pas dans le défaitisme. C'est pas dans la. Mais vous développez pas la miséricorde quand vous êtes dans une logique de conflit. C'est-à-dire, c'est des états d'esprit et des logiques qui sont différentes. Donc, quand vous êtes dans le conflit, vous êtes, vous essayez de vous défendre. Vous pouvez vous sentir menacé, et donc vous allez vous mobiliser pour une question de salut ou pour une question d'opinion ou d'identité ou d'enjeu d'opinion. Et donc là, vous n'avez pas envie d'arrondir les formes et vous n'avez pas envie d'être dans une logique d'amour avec l'autre. Ouais, mais on est dans la logique du sabre. Ça veut dire que je suis dans la persévérance. Le sabre, c'est pas la patience. Le sabre, c'est pas la patience passive. Sabre, c'est la persévérance dans l'action. On se trompe dans la traduction du mot sabre. Sabre, c'est pas la patience dans le sens français. Ouais. C'est la patience aussi. Mais il y a une idée d'œuvrer. D'œuvrer, de rien lâcher, comme diraient certains. De rien lâcher, c'est ça. C'est-à-dire que ça fait partie. Et il y a aussi l'idée de vérité. Ça veut dire qu'au-delà de ce qui arrive, la vérité, elle est supérieure à tout. Et c'est important, par exemple, dans la logique communautaire. La logique communautaire, on s'assemble pas au nom de nos ressemblances. On s'assemble à la corde de Dieu. Ça veut dire, ce qui fait l'unité communautaire, c'est pas le fait de se donner la main. C'est le fait de mettre nos mains dans la corde de Dieu. C'est qu'on a besoin d'un média. On a besoin d'un intermédiaire. C'est la corde de Dieu. C'est la corde de Dieu. C'est que le fait qu'on soit tous accrochés à la corde de Dieu qui fait notre unité. C'est pas le fait de se donner la main les uns aux autres. Parce que ça c'est pour ça que c'est très différent. Et ça, c'est des idées mortelles. Mais considérer que le fait d'unir la communauté, c'est le fait d'être ensemble, simplement, c'est une idée mortelle. On n'est pas ensemble parce que voilà, on est ensemble parce que tu es accroché à la même corde que moi, et donc on est ensemble. Mais si tu lâches la main, si tu lâches la corde, comment tu veux qu'on soit ensemble? C'est pour ça que la miséricorde, même dans les conflits les plus durs, la miséricorde, quand vous voyez le comportement qu'ont eu les combattants de la résistance palestinienne vis-à-vis des prisonniers, malgré que leurs prisonniers à eux ont été violés, ont été torturés, tout ça et tout, ben ils n'ont pas reproduit la même chose sur leurs prisonniers. Pourquoi? Parce qu'ils sont attachés à la vérité plus qu'à la violence. Ils sont attachés à la miséricorde plus qu'à la vengeance. C'est pas la vengeance qui me fait bouger, c'est mon amour de Dieu. Même dans la guerre, ce qui me fait avancer, même dans le conflit, c'est-à-dire demain, si tu deviens juste, même
tout le mal que tu m'as fait dans le passé, bah, si les valeurs ont prédominé, moi, le mal que tu m'as fait individuellement, je l'oublie. Ça, je passe outre. Alors que normalement, je pourrais demander mon droit, tout ça et tout. C'est-à-dire que, même en fin de compte, les valeurs de miséricorde, de justice, c'est dans le conflit qu'on voit réellement, s'ils sont réellement appliqués ou s'ils sont réellement. Et quoi qu'on en dise sur la résistance palestinienne, il n'y a pas plus miséricordieux que la résistance palestinienne. Il n'y a pas plus clément, il n'y a pas plus juste. Quand on voit comment ils se sont comportés avec les prisonniers, comment ils ne répètent pas, ça veut dire que l'ennemi israélien bombarde des civils. Eux, ils auraient pu faire des attentats comme faisait à l'époque l'extrême gauche palestinienne dans les années 70. Ils sont jamais arrivés à cette position-là d'avoir une volonté de toucher les civils comme les Israéliens ont une volonté expressive, claire et nette et précise de toucher les civils. Ils n'ont jamais reproduit ça. Ça, c'est de la miséricorde. Ça, c'est de la patience. Ça, c'est de la persévérance. Et ça, c'est de la droiture. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils veulent respecter le droit international. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ont peur du CPI, de la CPI. Ils l'ont fait pour Dieu. Ils l'ont fait pour que leur combat reste pur et non pas entaché par la vengeance et par des bas instincts qu'on a vu avec les sionistes israéliens. Yamine Makri, on arrive à la fin de cet entretien. Alors j'avais encore beaucoup de questions à vous poser. On pourra sans doute pas les épuiser. Je sais que vous avez aussi des engagements. Je voulais quand même qu'on aborde très rapidement la question de l'IA, de l'intelligence artificielle. Je crois que vous travaillez actuellement sur une réflexion autour de l'intelligence artificielle. Donc finalement, en restant dans ce cadre, à quelle transformation de l'être humain sommes-nous en train d'assister avec l'émergence et plus que l'émergence, la diffusion de l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que ça va changer chez l'être humain finalement? Ce qui va changer, c'est que tout va devenir algorithme. C'est ça le problème de l'intelligence artificielle. Ça veut dire que tout est programmé et tout est programmable et tout est prédictible. Et je devine comment tu vas réagir en fonction de comment tu as été. Et comme j'ai suffisamment de données sur comment tu as été, je peux savoir à l'avance ce que tu vas faire. C'est ça le. Et ça, et ça, il y a, il y a un concept qui s'appelle la sérendipité. La sérendipité. J'invite les auditeurs à faire une recherche sur la sérendipité. On mettra le mot, on écrira le mot on l'indiquera dans la vidéo. C'est l'écrit que je prépare. En fait, la sérendipité, c'est la limite à l'IA. La sérendipité, c'est la limite à l'intelligence artificielle qui est indépassable pour l'intelligence artificielle. Parce qu'on dit l'intelligence artificielle, c'est vrai que si elle accumule autant de données, c'est ça maintenant, c'est la data qui compte. Hein, tout est dans la data. Les Israéliens, pour abattre les dirigeants de la résistance, ils se sont basés sur de la data. Tu as de la data, c'est-à-dire tu as tout, donc ça veut dire grâce à la coopération avec Google, avec tous les réseaux sociaux qui accumulent de la data. Tu as de la data, tu as un algorithme. À partir de là, tu peux dire à l'avance que cette personne-là est certainement l'un des dirigeants, ou bien vit là, ou bien doit se trouver ici, etc. Et tout. Et après, tu agences tout ça, tu le relis ça avec des drones, et tu peux avoir ce qu'ils appellent les Israéliens une banque de cibles. C'est-à-dire 600, 800, 1200 cibles que je connais à l'avance. Et au début d'un conflit, je commencerai par ça et je décapiterai toute la résistance avant même de commencer le conflit. C'est ce qui s'est passé avec le Hezbollah, c'est ce qui s'est passé en partie avec le Hamas. Le Hamas n'a pas trop marché, mais avec le Hezbollah, ça a bien fonctionné. Et c'est passé aussi en partie avec l'Iran. Donc voilà. Donc on voit l'application de l'IA où en gros, on prédit des comportements et à partir de là, j'ai l'information qui normalement à l'époque, pour avoir cette information-là, je devais infiltrer, je devais avoir des connaissances. Non, maintenant avec la data, je peux avoir l'information sans même avoir des espions dans le pays. Ça, on le voit pour Gaza, parce que Gaza, c'est dramatique. On le voit pour la Palestine, on le voit par rapport à Israël. Mais il faut l'imaginer par rapport aussi, parce que le but, c'est pas que la guerre, le but, c'est prédire vos comportements dans l'achat, en tant que consommateur. Et donc, à partir de là, d'orienter, etc. Donc, le but, c'est ça. Le but, c'est le business. Hein, c'est ça. Et, et donc, la limite. Est-ce que ça va modifier anthropologiquement l'homme? Est-ce que c'est en train de le modifier? Ça peut le modifier, mais on se trompe sur un point. On pense que la machine
va s'élever au niveau de l'humain à travers l'IA. Le danger, il n'est pas là. Le danger, c'est que l'humain se rabaisse au niveau de la machine. C'est ça le problème de l'IA. C'est-à-dire qu'ils vont tellement prédire des comportements et qu'à la fin, on va devenir des machines prédictibles. Donc on va devenir, en fin de compte, on va se soumettre à ce cadre de pensée. Et la sérendipité, en fin de compte, c'est le fait de découvrir quelque chose sans l'avoir cherché. En gros, c'est de découvrir par hasard quelque chose qu'on ne cherche pas, mais qui est beaucoup plus importante que la chose qu'on recherchait. Et ça, si vous voyez l'histoire de la science, beaucoup de découvertes scientifiques sont dues à la sérendipité. Ils ne sont pas dus à l'avancée rationnelle. Ils ne sont pas dus à des démonstrations géniales, c'est ça et tout. Ils sont dus au hasard, qui n'existe pas en islam, le hasard. Et que eux appellent le hasard. Donc ça veut dire la pénicilline, Fleming, c'est la sérendipité. Internet, la création d'Internet, c'est de la sérendipité. Vous verrez que les post-it, les simples post-it là, c'est de la sérendipité. Tout ça, c'est des découvertes qui ont été faites dans le cadre de la sérendipité. Ça veut dire c'est pas une découverte faite par un esprit rationnel, c'est faite par le hasard. Or, le hasard pour une machine, c'est pas possible. Mais c'est pas que le hasard qui est pas possible. C'est le jugement de valeur. C'est-à-dire que je devais aller à ce point-là, mais je suis passé par un autre point où je rencontre autre chose, mais ce autre chose est tellement plus important que ce qui est visé, je m'arrête à cela. Et ça, une machine ne peut pas le faire, parce qu'une machine, elle est programmée pour faire quelque chose. Elle ne peut pas se déprogrammer pour faire autre chose. Voilà. Et la sérendipité, alors, quand on le voit du point de vue spirituel, qu'est-ce que la sérendipité du point de vue spirituel? En fait, c'est l'attention. C'est le fait d'être ouvert, d'avoir un corps ouvert au réel. C'est-à-dire, c'est une prédisposition du corps. La sérendipité coranique, on va l'appeler comme ça, c'est le fait d'avoir un corps qui est nettoyé, qui est tellement ouvert au signe de Dieu, que quand Dieu envoie un signe à travers sa révélation ou à travers sa création, on est réceptif au signe. Et ça donne des réponses à tous nos problèmes de vie, soit des petits problèmes du quotidien, comme des grandes problématiques générales. C'est-à-dire que la sérendipité coranique, c'est ça. C'est être ouvert à Dieu. C'est des choses, en fin de compte, que je comprends, mais qui ne sont pas du domaine de la rationalité. Parce que la sérendipité, c'est pas rationnel, c'est ça le problème. C'est pour ça que ça dépasse l'IA. Et quand je vois que des philosophes, des analystes de l'IA parlent de la sérendipité, etc., tout, en disant c'est la limite, tout ça et tout ça, je me suis intéressé au mot sérendipité, parce que sérendipité, c'est un mot qui est un peu bizarre, je ne vois pas l'origine. En fait, j'apprends qu'en fin de compte, c'est un homme politique anglais qui l'a inventé, sérendipité. Et d'où il l'a inventé? Il l'a inventé d'un conte qui s'appelle Les Trois Princes de Serendib. Et Serendib, c'est le nom arabe, arabo-persan, du Sri Lanka, du Ceylan. En fin de compte, c'est un conte d'un mystique musulman qui raconte l'histoire d'un roi au Ceylan, au Sri Lanka, qui dit à ses trois fils que pour pouvoir exercer la fonction de roi, vous n'êtes pas prêts, il vous manque la sagesse, donc parcourez le monde et revenez avec la sagesse. Et ces trois personnes, qu'est-ce qu'ils font? C'est un conte, hein. Ces trois personnes, eh ben, ils parcourent, il leur arrive des choses, le conte raconte, il leur arrive des choses, mais ils vont pas dans une école, ils vont pas se former, ils vont pas avoir un maître, c'est tout. Ils vont simplement vaquer ils vont se promener, voir des choses, etc., rencontrer des gens, et à chaque fois, ces choses-là leur apprend une sagesse qu'ils n'avaient pas prévue. Et en fin de compte, c'est un conte mystique, c'est un conte soufi, c'est un conte musulman. Et en fait, dans ce conte-là, la sérendipité, elle est spirituelle, elle est musulmane. En fait, ce concept de sérendipité vient de ce conte qui est totalement religieux, mais au XVIe, XVIe, XVIIe siècle, quand l'homme politique britannique, qui était aussi un peu philosophe, etc., qui a pris ça, il l'a sécularisé. C'est quoi la leçon qu'il faut retenir de ce conte? C'est que c'est l'inconnu qui doit nous instruire. Le conte, ça veut dire que la machine ne peut pas avoir ce qui est céleste en nous. Et c'est la partie la plus importante. Et c'est cette partie-là qui fera dépasser la machine. Et qui fera dire, si on la cultive pas,
si on la développe pas, si notre rapport au cœur, il est toujours aussi froid, aussi dogmatique, aussi peu spirituel, si le rapport au Coran, il est perdu, parce que c'est ce qui différencie une illusion d'un signe, parce que des fois, tout n'est pas signe, hein, des fois c'est que du n'importe quoi, c'est pas du signe. Mais ce qui fait signe, qui permet de différencier le signe d'une illusion, c'est la norme, c'est la norme coranique, c'est la révélation qui cadre. C'est-à-dire, si on n'a pas ce rapport au Coran, si on n'a pas un rapport sain à la création, eh ben effectivement, nous aurons que la partie terrestre, la partie, etc. Et cette partie-là, elle est contrôlable par l'IA. Donc, le message qui est apporté, c'est ça, c'est que si nous, cette partie-là, on la développe pas, et c'est une intelligence, hein, c'est pas, faut pas la dévaloriser. C'est une intelligence émotionnelle, c'est une intelligence spirituelle, c'est du domaine de l'intelligence, c'est pas du domaine d'une sensibilité simplement. Ça. Et ça se cultive à travers les pratiques religieuses qui sont très connues en islam, parce que tout est cadré, en islam. C'est-à-dire il y a un rapport au corps qu'il faut avoir, un rapport à Dieu qu'il faut avoir. Si ça, c'est pas cultivé, on est foutu. L'IA va nous contrôler, va nous dominer, va nous diviser et va déconstruire toutes nos croyances. C'est ça qui risque d'arriver, ça. C'est pour ça que, ce que je disais, le danger de l'IA, c'est pas que la machine arrive au niveau de l'homme, c'est que l'homme redescende au niveau de la machine. Alors pour finir, Amine Makri, est-ce que vous avez des conseils de lecture à donner à nos auditeurs? Oui, alors, oui. Alors, je vais en donner trois. Je vais monter à l'écran. On pourra mettre vous pouvez les montrer, mais on pourra mettre l'image en surimpression. Un auteur qui est pas assez lu, et qui est central, c'est Maïd Benabi, Le problème des idées dans le monde musulman. Maïd Benabi, si on le lit pas, franchement, c'est une lumière qui est arrivée dans notre siècle. Pour moi, c'est parmi les plus grands, l'un des plus grands penseurs de notre temps. Malheureusement, il est très mal compris. Il est algérien, mais je pense que les premiers qui le comprennent mal, c'est les Algériens. Et donc c'est un penseur qui malheureusement est sous-estimé, et en particulier ce livre-là. Après, il y a des livres moi je vais les conseiller parce ils sont pas connus. Il y a un livre de Anselm Japp qui s'appelle La société autophage, qui est très intéressant et qui montre comment la société marchande, la société capitaliste, elle est en train de s'autodétruire, parce que c'est un mouvement qui est impersonnel. C'est-à-dire que nous, on pense tous qu'il y a quelque chose des gens, un peu les idées complotistes, qu'il y a des gens qui sont dans leur coin, qui sont en train de gérer tout ça. C'est pas vrai. Le problème, ce qu'on a actuellement, c'est qu'on a un système qui est du domaine du diabolique. Hein, c'est vraiment du domaine du diabolique, qui a un système et qui est en train de s'auto-détruire, qui a pas une volonté de créer quelque chose. Et actuellement, donc, Anselm Jack n'est pas musulman, n'est pas croyant, et tout, mais la manière dont il le décrit dans son livre La société autophage, c'est impressionnant. Donc ça, c'est deux. Et il y a un ouvrage qui, euh, qui s'appelle Radicalité, 20 penseurs vraiment critiques. C'est une somme d'articles, c'est un ouvrage un peu volumineux, qui est une somme d'articles qui est très très intéressant. Et justement, c'est souvent des auteurs qui sont peu connus, qui sont très peu connus parce qu'ils sont pas dans la pensée unique, etc. Et qui explique un peu le monde dans quel monde nous vivons actuellement, et les excès de ce monde. Merci Yamin Makri pour cette présentation d'ouvrage, ce conseil de lecture. Merci pour ce décryptage et pour avoir participé avec nous à cet entretien. Je remercie également, comme d'habitude, nos auditeurs pour leur fidélité et je les encourage à nous soutenir hein, dans ce travail. Et je leur donne rendez-vous très prochainement pour un autre entretien sur Mizzen TV. Merci à vous.